Bonjour, mon nom est Lynne Cloutier, je suis infirmière, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler des mesures de pression artérielle. Alors, l'objectif de cette présentation est de faire en sorte que vous puissiez connaître l'algorithme diagnostique du Programme éducatif canadien en hypertension, que j'appellerai le PECH pour les besoins de la présentation, incluant les valeurs cibles pour la pression artérielle. Je souhaiterais également que vous puissiez énoncer les déterminants du choix de type de mesure de pression artérielle que vous voulez privilégier, à la fois pour le dépistage, le diagnostic ou le suivi d'une personne qui est atteinte d'hypertension artérielle. J'aimerais également qu'à la suite de cette présentation, vous puissiez identifier les différents protocoles que l'on doit suivre pour les mesures en clinique, le MAPA, mais également la mesure de la pression artérielle à domicile. Alors, un premier élément, c'est de regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2015, qu'est-ce que le PECH a produit de nouveau en 2015 qui influence. Puisque cette année marque, il y a plus de 15 ans que le PECH est revu chaque année, mais cette année marque un changement important puisqu'il y a maintenant 10 ans que nous avions le même algorithme pour poser le diagnostic d'hypertension et cette année, nous effectuons des changements importants. Deux changements dont je vais parler assez en détail durant ma présentation. Le premier changement, c'est la modification du type d'appareil que nous conseillons pour la mesure de la pression artérielle. Alors, nous conseillons de passer de la mesure auscultatoire, qu'elle soit de mercure ou anéroïde, aux mesures oscillométriques. J'expliquerai en détail durant la présentation. De plus, on conseille également aux cliniciens de procéder au diagnostic d'hypertension artérielle en utilisant à chaque fois une forme de mesure ambulatoire, que ce soit le MAPA ou encore la mesure de la pression artérielle à domicile. Pourquoi autant parler des mesures de pression artérielle? Parce que c'est un geste qui pourrait être considéré comme banal, mais parce que la mesure exacte, c'est la pierre angulaire du traitement, de la prise en charge de l'hypertension artérielle, que les résultats des mesures de pression artérielle, qu'elles soient en ambulatoire ou en clinique, ils servent d'assise à toutes nos décisions cliniques. Avant de voir l'algorithme, il paraît important à ce moment-ci de faire le point sur les définitions pour les mesures de pression artérielle. Afin de faciliter la vie aux cliniciens, de bien se comprendre, d'avoir un langage qui est commun, nous avons décidé d'adopter au PECH, mais également à la Société québécoise d'hypertension artérielle, la SQHA, nous avons décidé d'adopter une série de définitions que nous inclurons maintenant dans l'ensemble de nos documents. Donc, la mesure de la pression artérielle en clinique, comme on l'a toujours appelé, on va utiliser l'acronyme MPAC, mesure de pression artérielle en clinique. Par ailleurs, lorsque nous utiliserons les appareils oscillométriques en série, souvent appelés le BP-True, nous utiliserons MPAC, trait d'union OC pour OS pour oscillométrie en série. Donc, toujours MPAC, mais avec OS à côté, de façon à éviter d'utiliser le nom d'un appareil en particulier, puisque comme nous le verrons dans la présentation, nous avons maintenant 3 appareils disponibles sur le marché qui nous permettent de faire les mesures en série. Alors, mesure de pression artérielle en clinique. Le deuxième, MAPA, que nous connaissons bien, donc je n'y passerai pas plus de temps, c'est un acronyme qui est bien connu, et la mesure de la pression artérielle à domicile, qui également est davantage connue pour MPAD. Nous avons donc décidé d'adopter ces acronymes. Tout d'abord, pour la mesure de la pression artérielle en clinique, nous allons maintenant utiliser MPAC partout dans nos documents. Donc, mesure de pression artérielle en clinique. Il s'agit d'une mesure qui est unique, que l'on va faire quelques fois, mais qui est unique, à l'opposé des mesures de pression artérielle en clinique, trait d'union OS, pour oscillométrique en série, que nous appelons souvent aujourd'hui le BP-True. Comme il y a plusieurs appareils disponibles, nous souhaitions avoir un acronyme qui reflète plus le terme générique. Donc, une mesure de pression artérielle en clinique MPAC, oscillométrique en série, avec le trait d'union OS. Pour les deux autres acronymes, que ce soit le MAPA, M-A-P-A, pour monitorage ambulatoire de la pression artérielle, ou encore la mesure de la pression artérielle à domicile, MPAD, c'était des acronymes qui étaient davantage connus. Nous faisons que les réaffirmer ici. Alors maintenant, voyons ensemble ce nouvel algorithme. À quoi ressemble-t-il? Alors, l'algorithme contient encore les 2 premières visites, comme nous l'avions auparavant, sauf que, comme nous le verrons plus en détail, il n'y a plus 5 visites pour le diagnostic de l'hypertension artérielle, mais bien
2 visites qui sont possibles lorsqu'on utilise les mesures ambulatoires. Voyons cela de plus près. Alors tout d'abord, notre première visite, qu'est-ce qu'elle contient? Un peu comme auparavant, on prend une mesure qui est à l'extérieur, elle a été prise à la pharmacie, une mesure qui a été prise par un clinicien. On a à cette première visite donc une valeur qui est plus élevée. Au moment de la première visite, on fera l'histoire de santé, on fera l'examen clinique, on procédera aux examens complémentaires, des contenus que vous verrez dans d'autres modules que celui-ci. Si les pressions sont élevées, qu'on est en présence d'une crise hypertensive, d'une urgence hypertensive, donc la pression artérielle est au-delà de 180/110 avec des symptômes, à ce moment-là, on parle d'hypertension artérielle. Par ailleurs, si ce n'est pas le cas, la pression est au-dessus de 140/90, au moment où elle est au-dessus de 140/90, on ira à notre deuxième visite. Si ce n'est pas le cas, comme on le voit à la droite, il n'y a pas d'hypertension artérielle. On conseille tout de même de reprendre la pression artérielle annuellement chez tout le monde. La différence importante que l'on voit est entre la première et la deuxième visite. À ce moment-ci, voilà un changement important. Entre la première et la deuxième visite, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des mesures ambulatoires. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce changement est important. Si vous n'avez pas de MAPA disponible, si vous n'avez pas de mesure à domicile, il y a toujours la solution de rechange, c'est-à-dire de poursuivre avec des mesures de pression artérielle en clinique. Encore une fois, je le reverrai, je veux voir l'algorithme au complet, puis ensuite on ira en détail. Par la suite, on a notre deuxième visite. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre deuxième visite? On retrouve l'analyse. On a maintenant nos mesures de pression ambulatoires, enfin, on l'espère. Et à ce moment-là, on va comparer avec nos mesures en clinique. On va regarder s'il y a dans nos examens paracliniques des signes de néphropathie, des signes de diabète. Et une fois qu'on a nos mesures de pression ambulatoires, qu'elles soient par MAPA ou mesures de pression artérielle de domicile, on pourrait, par exemple, identifier le syndrome du sarrau blanc. Syndrome pour lequel, lorsqu'il y a hypertension de sarrau blanc, on ne conseille pas nécessairement de traiter avec la médication, mais par ailleurs, évidemment, de renforcer les bonnes habitudes de vie, les saines habitudes de vie, et de revoir le patient durant au cours de la prochaine année. Par ailleurs, si les valeurs en ambulatoire sont plus élevées que les moyennes normales, à ce moment-là, il y a de l'hypertension artérielle. Ça, c'est pour les 2 premières visites. Voilà donc le nouvel algorithme. Et au lieu d'avoir 3 visites, lorsqu'on a des mesures ambulatoires, on en a 2. Et lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir des mesures de pression artérielle en ambulatoire, à ce moment-là, on va avec la solution de rechange et les 5 visites comme on avait auparavant. Quelles sont les valeurs cibles? Alors, on se rappellera que pour l'ensemble des patients, y compris les patients qui ont de la néphropathie, c'est moins de 140/90. Alors, auparavant, on avait 130/80 pour les patients avec néphropathie. Maintenant, c'est bien 140/90. Les personnes qui sont atteintes de diabète, on parle de moins 130 moins 80 mm de mercure. Et pour les personnes très âgées, la cible, les gens qui ont au-dessus de 80 ans, on parle de moins 150. De moins de 150. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de la mesure de la pression artérielle, comme on le sait, toutes les activités que l'on fait, que l'on soit en train de parler, de dormir, de marcher, ont des effets sur la pression artérielle. Une revue de littérature qui a été réalisée maintenant il y a quelques années démontrait que la façon dont on mesure la pression artérielle, tout particulièrement lorsqu'on est en clinique et qu'on ne fait qu'une seule mesure, ces éléments ne sont pas nécessairement vrais lorsqu'on multiplie les mesures, comme en MAPA ou en mesure à domicile, quoique celle-ci, comme il y a moins de mesures, on a besoin de faire le respect de plusieurs de ces éléments-là. Mais quand on parle de mesures en clinique, c'est comme si on prenait une seule photo d'une personne pour parler de ce qu'elle ressemble toute la journée. Alors évidemment, on souhaite, parce qu'on connaît les impacts importants des modifications de la préparation du patient, on souhaite donc respecter un protocole. Dans ce cas-ci, regardez, simplement le fait de croiser les jambes augmente la pression systolique entre 6 et 10 mm de mercure. Le fait d'avoir un brassard qui est trop petit augmente également la pression artérielle de 2 à 14 mm de mercure. C'est donc des modifications qui sont importantes. On prendra donc soin d'avoir une position qui est standardisée lors de la mesure en clinique. La mesure de la pression artérielle, donc, contient des recommandations à la fois pour les appareils de mesure, pour le patient et pour la procédure, et que ce soit pour le MAPA, la mesure de la pression artérielle ou encore la mesure de la pression artérielle en clinique. Dans les 3 cas, on a besoin de respecter des protocoles.
Regardons donc la mesure de la pression artérielle en clinique. 2015 marque un changement important pour la mesure de la pression artérielle en clinique. En effet, on conseille maintenant aux cliniciens de ne plus utiliser la mesure auscultatoire, qu'elle soit au mercure ou encore anéroïde, et de remplacer les appareils par des appareils qui sont oscillométriques, donc automatiques. Pourquoi ce changement important? En fait, c'est d'une part parce que la précision de la mesure en clinique est influencée par plusieurs éléments, que ce soit le professionnel de la santé, le patient ou encore les appareils. Deux exemples probants de ces problèmes, c'est entre autres le fait que le dégonflement se fait souvent trop rapidement. À cet effet, c'est difficile de bien capter la systolique et la diastolique. Et l'autre problème que l'on constate dans la pratique, c'est l'arrondissement des mesures à 0 et à 5 mm de mercure. De plus, les sphygmomanomètres au mercure sont maintenant retirés du marché. Il ne nous reste donc plus à l'auscultatoire que les appareils anéroïdes. Et ces appareils demandent une maintenance qui est beaucoup plus importante, demandent d'être étalonnés à chaque 6 mois, ce que l'on constate qu'il n'est pas toujours fait ou très peu souvent fait en fait dans les milieux cliniques. Les résultats, c'est que les mesures de la pression artérielle auscultatoire sont souvent près de 9 mm en systolique et de 6 mm en diastolique, plus élevées qu'une mesure qui a été réalisée en recherche. Alors, ça représente presque l'équivalent d'une molécule, quelle qu'elle soit, une molécule antihypertensive. C'est donc des éléments qui sont très importants qui justifient ce changement-là. Une autre limite importante au niveau de la mesure auscultatoire, c'est le fait qu'on a maintenant en main plus de 20 études qui démontrent partout dans le monde des problèmes équivalents. C'est-à-dire qu'il y a des lacunes au niveau des façons de faire, des connaissances des cliniciens sur la mesure auscultatoire. On a fait des programmes de formation de différentes formes et malgré cela, malgré les nombreux efforts de transfert de connaissances sur les résultats probants, la mesure auscultatoire reste réalisée d'une façon déficiente. Il paraissait donc important de poser ce changement et d'apporter des mesures oscillométriques. Alors, pour la mesure auscultatoire, pour ceux qui voudraient tout de même, puisqu'on peut vouloir valider une mesure oscillométrique, il y a encore une vidéo qui est disponible, qui est possible de visionner sur la mesure de la pression artérielle. Il est encore disponible actuellement. Pour la mesure de la pression artérielle en clinique, dans la première visite, on mesure aux deux bras, donc à la fois au bras gauche et au bras droit, et c'est la deuxième mesure, c'est-à-dire, sera réalisée avec la mesure qui est la plus élevée dans les deux bras. C'est important de le dire aux patients. Pourquoi est-ce qu'on choisit la mesure la plus élevée? C'est en fait une revue de littérature réalisée par Dr. Clark, publiée dans Lancet en 2012, qui nous a montré que le risque relatif des patients est supérieur de 1,7 lorsque la pression artérielle, il y a une différence de plus de 15 mm de mercure en systolique. Il est donc essentiel de retenir les mesures qui sont les plus élevées et comme je le disais tout à l'heure, de le dire au patient pour que lui également mesure sa pression artérielle à domicile dans ce bras. Donc, on utilisera par la suite toujours le bras dans lequel la valeur est la plus élevée. On se rappelle qu'il faut toujours utiliser un appareil validé. Si vous utilisez un appareil oscillométrique, on sait qu'il y a très peu d'étalonnage qui est disponible sur le marché. La plupart des manufacturiers nous diront que les appareils sont étalonnés une seule fois et ne se modifient pas. Si par ailleurs vous utilisez un appareil anéroïde et que vous poursuivez avec cette solution de rechange, n'oubliez pas qu'il doit être validé, étalonné chaque 6 mois. Lorsque vous utilisez une mesure en clinique, n'oubliez pas que les mesures ne doivent pas être arrondies, donc c'est au millimètre le plus près lorsqu'on a une mesure oscillométrique et au 2 mm lorsqu'on est en auscultatoire. Les recommandations pour le patient, par ailleurs, n'ont pas changé. Il doit être assis, son dos doit être supporté, ses jambes décroisées, les pieds appuyés au sol, son bras doit être supporté et son bras doit se trouver au milieu, le milieu du bras doit se retrouver à la hauteur du cœur. Maintenant, si on termine pour la mesure de la pression artérielle en clinique, on a des avantages importants. Il y a une bonne capacité à prédire le risque cardiovasculaire lorsqu'on utilise le bon appareil et qu'on le fait adéquatement. C'est facile à réaliser et c'est peu coûteux pour le système de santé, puis il n'y a pas de coût direct pour le patient.
Il reste qu'il y a des désavantages. On ne le fait pas toujours correctement. Les sphygmomanomètres ne sont pas toujours étalonnés. Et ça ne permet pas d'identifier l'hypertension de sarrau blanc et l'hypertension masquée que j'expliquerai dans une diapositive qui s'en vient. Maintenant, la pression de l'artérielle, la mesure de la pression artérielle en clinique oscillométrique en série, que là longtemps, je rappelle le nom BP True pour que vous sachiez à ce à quoi je réfère. Alors, c'est des mesures qui sont prises en série automatiquement. 6 mesures pour l'appareil BP True et il y a une moyenne qui est réalisée par la suite. Alors, il y en a 3 appareils qui sont validés. Je vous montre les photos d'ici un instant. Ça diminue l'effet sarrau blanc puisqu'on ne se trouve pas avec le patient pour réaliser les mesures, mais ça peut moins bien convenir aux patients qui ont des arythmies, quoiqu'on trouve des problèmes assez similaires lorsqu'on utilise des mesures auscultatoires. Alors, le protocole, on suit les recommandations d'une bonne mesure de la pression artérielle. Pas de repos de 5 minutes. Ça, c'est un élément important. Ce n'est pas nouveau cette année. C'est là depuis 2010, mais on se rappelle qu'il ne faut pas que le patient se repose si on veut utiliser le seuil de 135/85. Pour l'appareil BP True, on utilise 6 mesures à 1 ou 2 minutes d'intervalle. La première mesure est retirée automatiquement et c'est les 5 dernières mesures dont on fait la moyenne. Alors, 3 appareils. À votre gauche, vous retrouvez le MicroLife. Watch BP qui a 2 brassards, donc un avantage qui est important. Le Omron 907 qui se trouve au centre et le BP True qui est mieux connu ici au Québec. Donc, ce sont 3 appareils qui sont validés. Alors, la préparation, les recommandations, les mêmes. Donc, on va retrouver le patient qui est assis, son dos qui est supporté, ses jambes qui sont croisées, les pieds qui sont appuyés au sol, le bras supporté et le milieu du bras qui est à la hauteur du cœur. Par ailleurs, élément important, après la première mesure de vérification, le patient doit être laissé seul pour réaliser ces mesures. Pour les équivalences de mesures, alors les 2 premiers, mesure de pression artérielle en clinique, 140/90, pas de changement, alors que la mesure qui est oscillométrique en série, 135/85. Pour les mesures de pression artérielle et le MAPA de jour, toujours 135/85. Et lorsqu'on fait un MAPA sur 24 heures maintenant, puisqu'on tient compte des valeurs de nuit qui sont habituellement moins élevées, ça sera 130/80. Alors voilà qui complète la partie de la mesure de la pression artérielle en clinique. Voyons ensemble maintenant la mesure de la pression artérielle à domicile. Pour la mesure de la pression artérielle, à quel moment doit-on la réaliser? Alors, c'est essentiellement entre la première et la deuxième visite, mais également par la suite, parce que c'est une mesure qu'on pourra utiliser, que le patient pourra utiliser lorsqu'il éprouve des symptômes, par exemple d'étourdissement, lorsqu'on veut contrôler les effets d'une nouvelle médication ou d'un changement de médication, il pourra reprendre le protocole de mesure de pression artérielle à domicile. Encore une fois, c'est un changement qui est important, puisque l'on demande que ce type de mesure ambulatoire soit réalisé avant de poser le diagnostic. Alors, par ailleurs, si des mesures ambulatoires ne sont pas présentes, on a souhaité en 2015 conserver la solution de rechange. On souhaite éventuellement ne plus avoir à le faire, mais on veut donner le temps aux cliniciens de s'adapter. Et donc, si on n'a pas de possibilité d'utiliser des mesures ambulatoires, on pourrait retourner à l'ancienne méthode, c'est-à-dire continuer des mesures en clinique, auquel cas, il faudrait de 3 à 5 visites, selon les pressions du patient, pour poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Et ce, parce qu'on sait que les mesures en clinique sont moins valides et souvent moins reproductibles. Voilà pourquoi, comme auparavant, on a de 3 à 5 visites lorsqu'on n'a pas de mesure ambulatoire de disponible.